Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve, oui, de nouveau pour une vidéo concernant Batman à l'occasion de ce Batman Day à vivre évidemment en partie sur la chaîne du geek. D'ailleurs, le planning complet des vidéos live et quelques surprises qu'on vous prépare est disponible en description. Quoi qu'il en soit pour cette vidéo, nous allons parler d'anecdotes concernant les films Batman et autant vous dire que sur des décennies de sortie, elles sont plus ou moins nombreuses. On parlera autant de la version de Tim Burton que celle de Joel Schumacher ou même plus récemment, celle de Christopher Nolan. Mais du coup, ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Commençons forcément par la version de Tim Burton. Alors aujourd'hui on connaît tous bien le Batman de Michael Keaton, qui est même pour certains leur version préférée, qui sera d'ailleurs de retour dans le film The Flash en 2022 pour notre plus grand bonheur. Mais figurez-vous qu'à son annonce dans les années 80, ce choix de casting a fait énormément râler. Certains fans ne pensaient tout simplement pas capable Michael Keaton de jouer Bruce Wayne, une version plutôt mature et sérieuse. Lui qu'on connaissait plutôt pour des rôles comiques. Le studio aurait même reçu à l'époque plus de 50 000 lettres protestant contre le casting, c'est vous dire le bad buzz que ça provoquait. C'est pourquoi le studio a très rapidement dévoilé un trailer fait un petit peu à l'arrache pour montrer qu'il ne fallait clairement pas s'inquiéter. Et pour preuve, ils avaient bel et bien raison parce que c'est un personnage et une version de Batman qui a marqué les fans. Quand on sait que Bill Murray a aussi à un moment été envisagé pour incarner Batman, je préfère pas imaginer la gueulante que ça aurait eu. Mais ça j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur les projets Batman abandonnés. D'ailleurs cette anecdote elle nous fait aussi un petit peu relativiser aujourd'hui quand on sait que beaucoup critiquent Robert Pattinson qui va incarner Batman dans The Batman en 2022 de Matt Reeves. Méfiez-vous, vous seriez probablement surpris. Et de toute façon le premier trailer sorti lors du DC Fandom a quand même plutôt rassuré les fans. D'ailleurs en parlant d'acteurs qui ont été envisagés pour le rôle de Batman, qu'ils aient d'ailleurs refusé ou tout simplement pas été gardés, figurez-vous qu'on a Pierce Brosnan qui a carrément refusé le rôle, mais on a également Daniel Day-Lewis, Kurt Russell, Alec Baldwin, Ethan Hawke, Ralph Fiennes ou encore Tom Hanks, Johnny Depp ou même Billy Baldwin. Tout ça pour dire que n'hésitez pas en commentaire à me dire quel acteur vous auriez vu dans le rôle. Autre secret de casting, mais hors Bruce Wayne, etc., l'actrice Sean Young, donc une star dans les années 80, devait à la base incarner la journaliste Vicky Vale dans le premier film Batman. Mais là, accident, une semaine avant même le tournage, elle est tombée à cheval alors qu'elle s'entraînait pour une scène. Le comble, c'est que cette scène a finalement été coupée du film, c'est-à-dire qu'elle s'est entraînée pour une scène, qu'elle n'a pas pu la tourner, et qu'en plus cette scène n'a pas été gardée. Ah, elle a dû l'avoir un petit peu mauvaise sur le moment. Autre genre, souvenez-vous à la fin de Batman le défi, donc le second opus réalisé par Tim Burton, on a un plan de Catwoman en regardant le Bat-Signal, ce qui signifie qu'elle est encore en vie. Sachez que cette scène a été faite à la dernière minute. En effet, c'était pas du tout prévu qu'elle survive, mais en gros le studio voulait la garder en vie pour les futurs films. Pour vous dire à quel point ça a été tourné à la dernière minute, ce n'est même pas Michelle Pfeiffer qui la tourne, car l'actrice n'était pas dispo à ce moment-là. En effet, à l'époque de Batman le défi, assez convaincu du potentiel du personnage de Catwoman, Warner Bros voulait explorer ce personnage-là dans un spin-off, et on apprend même que le scénariste Daniel Waiters avait une base d'histoire, où on aurait donc suivi le personnage amnésique se remettant des événements de Batman le défi dans un spa du désert géré par des super-héros. Sauf qu'après le succès de Batman Forever, le développement du film a été un peu mis en pause, pour au final être remplacé par un autre spin-off dédié au personnage avec Halle Berry, et sorti en 2004, qui a été un gros échec, mais c'est pas le sujet. En parlant d'ailleurs de Catwoman, il y a aussi une scène marquante dans Batman le défi, où on voit le personnage mettre un oiseau dans sa bouche. Je rappelle quand même qu'en 1992, à l'époque, les effets spéciaux c'était pas légion, donc oui, il s'agit d'une vraie scène. Michelle Pfeiffer a réellement mis un oiseau vivant dans sa bouche. Ok, pourquoi pas, c'est clairement une nouvelle épreuve de Koh-Lanta, mais pourquoi pas. Pour en revenir à Batman, toujours dans les anecdotes, vous avez vu je les enchaîne, l'un de ses papas, donc Bob Kane, qui est l'un des créateurs du personnage, devait faire une apparition dans le premier film de Tim Burton. Il lui aurait présenté un visuel de à quoi ressemblait l'homme chauve-souris selon les descriptions. Malheureusement, pas de chance pour lui, il est tombé malade le jour du tournage et n'a pas pu la faire. Restera tout de même son dessin qui est signé de ses mains. D'ailleurs côté caméo, s'il y a bien un boss dans les films Batman, c'est Patrick Leahy. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est probable, mais c'est un homme politique américain. Mais c'est également un gros fan de Batman et qui est apparu dans 5 films sur le Chevalier Noir. Oui, 5 films. Il est apparu dans Batman Forever, mais prête également sa voix à un gouverneur dans un épisode de la série animée Batman de 95. Il joue également dans Batman et Robin, mais on le retrouve également dans les versions de Christopher Nolan, puisqu'il y joue un membre du conseil d'administration de Wayne Enterprise dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Et pour terminer, il joue également le rôle du sénateur Purrington dans Batman vs Superman de Zack Snyder. Pour info, donc il est rémunéré pour ses caméos, et il a reversé visiblement la plupart de ses cachets à des organismes de bienfaisance, mais principalement à la bibliothèque où il a lu des comics Batman lorsqu'il était enfant. Je trouvais l'anecdote assez cool.
D'ailleurs, autre anecdote plutôt cool, mais cette fois au niveau des accessoires, il fut une longue période où le ton des films Batman ont été dictés par un mot d'ordre, vendre des jouets. Car oui, même si maintenant c'est un peu moins le cas et c'est un peu moins présent, à l'époque notamment des films de Tim Burton ou de Joel Schumacher, l'objectif premier, c'était de vendre des jouets. C'est d'ailleurs pour ça que Tim Burton a quitté Batman, c'est notamment pour des Happy Meal, mais là aussi j'en ai parlé dans ma vidéo sur les Batman abandonnés. Mais dans certains cas, notamment dans le film Batman et Robin, c'est allé beaucoup plus loin. En effet, les jouets étaient fabriqués en même temps que la production du film, et sauf que dans une production, il arrive souvent qu'il y ait des changements, notamment par rapport au costume. Et ce fut le cas là. C'est donc flagrant sur le personnage de Batgirl qui n'a tout simplement pas le même costume sur les jouets et dans le film. En gros, dans le film, elle a juste un petit masque comme ça, histoire de laisser apparaître ses cheveux, alors que dans les jouets, elle a le masque un petit peu plus à la Batman avec les oreilles. C'est que tout simplement, comme ils produisaient les deux en même temps, ils n'ont pas pu s'adapter pour changer les choses. D'ailleurs, histoire quand même de faire le lien sans donner d'explication, il y a une scène dans le film où Batgirl change de costume et met ce fameux casque. Pour en revenir au Batman de Michael Keaton, toujours côté accessoires, anecdote plutôt marrante, les bottes du costume sont des Nike. En fait, à la base, Nike voulait faire un placement de produit dans le film, ce qui est assez courant, on va dire, dans les productions américaines, ou françaises également, mais c'est pas le sujet. Mais comme avoir Batman avec des baskets Nike, ça la foutait pas réellement, ils ont créé des bottes spéciales pour le costume, des bottes Nike. Alors personnellement, je trouve que le placement de produit n'est pas réellement très efficace, mais passons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Michael Keaton les aimait beaucoup car il était vraiment à l'aise avec. D'ailleurs, côté entre guillemets accessoires, il aime les questions, s'habille de vert, est incarné par un acteur mythique. Oui, je parle de l'homme mystère, incarné par Jim Carrey. Dans le film Batman Forever, il a une coupe rousse assez simple, mais à la base, il voulait aller beaucoup plus loin, et se faire carrément un point d'interrogation avec ses propres cheveux, avec le point en haut de la colonne vertébrale. La seule raison de si ça n'a pas été fait, c'est qu'au moment même du tournage, il était en procédure de divorce et devait enchaîner sur un autre film. Autant dire que ça n'aurait pas été très pratique et ça aurait pas été très sérieux. Toujours dans les accessoires d'ailleurs, pour en terminer avec ça, le genre d'erreur plutôt bête mais genre assez chiante quand même, les concepteurs de la Batmobile de Tim Burton ont réalisé que les oreilles du masque de Michael Keaton étaient tout simplement trop hautes pour que la voiture se ferme. Ils ont dû réduire les oreilles du Batman juste pour ça. Oui, juste pour ça. C'est ballot hein. En parlant d'ailleurs de Batmobile, bonne transition concernant cette fois les films de Christopher Nolan, ce dernier a révélé qu'il n'en voulait tout simplement pas à la base. Apparemment Christopher Nolan a demandé aux studios ce qu'ils aimeraient voir dans le film et on lui a dit que la Batmobile serait un excellent ajout. Au final, il semble s'être décidé à l'ajouter dans une version bien différente des précédents films. Côté véhicule également, c'est beaucoup plus rapide comme anecdote, mais dans The Dark Knight, Bruce Wayne conduit une Lamborghini Murcielago. Sachez que Murcielago en espagnol, ça signifie chauve-souris. Ils ont mis cette voiture là uniquement pour ça, vraiment. Plus gros secret, même si assez connu, on va pas se mentir, on sait que Heath Ledger s'est impliqué à fond dans le rôle du Joker, ça je pense que tout le monde le sait, mais peut-être que certains ignorent qu'il ira jusqu'à louer une chambre de motel en s'isolant plus de 6 semaines afin d'explorer la psychologie du perso. Pour anecdote d'ailleurs, Jared Leto aussi a fait un travail assez colossal pour rentrer dans la peau du Joker, même si pour lui c'est pas flagrant vu que la plupart de ses scènes ont été retirées, mais Viola Davis a confirmé que Jared Leto a carrément offert un rat mort à Margot Robbie sur le tournage de Suicide Squad, histoire de rester dans la peau du perso. Bon, dit comme ça, j'avoue que ça paraît assez glauque, mais sachez qu'ils étaient nombreux à ce moment-là et que ça faisait un petit peu partie d'une farce. Et que visiblement Margot Robbie a plutôt bien réagi, comme l'aurait fait Harley Quinn. Pour en revenir à Heath Ledger, autre anecdote assez connue mais en même temps toujours assez épique, Christian Bale a réellement tabassé pendant l'interrogatoire. Ça explique l'intensité de cette scène. Autre anecdote par contre un petit peu moins connue de mon avis, The Dark Knight fut l'un des premiers gros films à être tourné en partie en IMAX. Au total, 28 minutes ont été tournées en IMAX. Pour l'époque, c'était juste colossal quand on savait qu'il y a à peine 4 caméras sur le marché. Car oui, même si maintenant, il faut prendre en compte que ça se démocratise de plus en plus, notamment avec des films Marvel qui sont tournés entièrement en IMAX, à l'époque, c'était du jamais vu, et ça coûtait surtout très cher. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, comme c'était encore plus rare, c'était vraiment colossal pour le budget. Bref, dans The Dark Knight, en IMAX, on a notamment la scène d'intro, donc avec le braquage avec le Joker, mais également certaines scènes à Hong Kong, ou encore la course-poursuite, et c'est ça qui va nous intéresser. Car justement, pendant le tournage de la scène du tunnel avec le Joker, les camions du SWAT, etc., il y a eu un accident plutôt coûteux. En gros, ils ont cassé l'une des caméras IMAX. Alors dit comme ça peut paraître assez anodin, on va dire c'est casser une caméra, mais bon, la caméra IMAX, elle coûtait quand même 500 000 $. C'est pas mal, hein. Sachant qu'en plus à l'époque, il n'en existait que 4. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient cassé une des 4 caméras IMAX qui existaient. Autant vous dire que ça a dû un petit peu gueuler sur le moment. Bon, notons quand même que les choses ont pas mal changé entre temps, puisque Christopher Nolan s'est voué une passion pour la destruction de caméras IMAX, car une sera également détruite dans The Dark Knight Rises par la Batmoto avec Catwoman, mais également une dans Dunkerque, qui pour le coup a été volontairement placée dans un avion qui allait se cracher dans l'eau. Ils ont dû récupérer la caméra sous l'eau avec les rushs, et j'ai aussi vu que 3 caméras auraient été détruites pour Tenet. Bref, je serais loueur de caméra, je serais pas très chaud pour en prêter une à Christopher Nolan de mon côté. Pour en revenir plutôt à Batman, alors on a un petit peu divagué, c'est quand même le sujet de cette vidéo. The Dark Knight offre aussi le premier costume Batman qui permettait au personnage de tourner la tête. Alors oui, je sais que ça peut paraître con dit comme ça, mais jusqu'à présent, pour se tourner, le corps devait suivre.
D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage de Lucius Fox dit « Vous voulez pouvoir tourner la tête ». Ce à quoi Bruce Wayne répond « Cela faciliterait certainement la sortie de l'allée ». Michael Keaton par exemple a révélé à un moment qu'il avait tourné la tête de son costume et que ça l'avait carrément déchiré, pour vous dire à quel point c'était fragile. Bref, pour tout ce qui était scène de combat et tout, c'était pas le top. D'ailleurs, on parle de The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais à la base, Christopher Nolan n'avait pas prévu de les faire. Même si Batman Begins dise le Joker à la fin, il n'avait clairement pas prévu de revenir pour une suite. Il a d'ailleurs réalisé entre-temps le Prestige. Malgré tout, c'est l'idée d'explorer le Joker qui a surtout plu à Nolan et qui l'a fait qu'il signe pour une suite. D'ailleurs, concernant le troisième opus, cette fois, pour garder le mystère de la fin, il ira jusqu'à truquer la scène et tourner des plans qu'il ne gardera pas. On est sur du Avengers avant l'heure. La scène des funérailles à la fin, ils ont mis un faux nom sur la tombe qu'ils ont remplacé par Bruce Wayne en post-prod, histoire que s'il y avait des photographes sur place, ils ne spoilent pas la fin. Christian Bale a même tourné des plans en costume assistant à l'enterrement, alors que techniquement, il assistait à son propre enterrement, le comble. D'ailleurs, pour les collectionneurs fans de cette excellente trilogie réalisée par Christopher Nolan, parmi les nombreux cadeaux de ce Batman Day, vous avez notamment la possibilité de remporter la trilogie en steelbook Blu-ray. Honnêtement, c'est plutôt sympa et ça se passe sur mes réseaux sociaux. Les liens sont évidemment en description. Ce qui nous permet de terminer sur 3 anecdotes, donc j'ai pas trouvé réellement des bonnes transitions, mais par exemple concernant le Joker, vous savez on le voit souvent se lécher les cicatrices, et bien figurez-vous que non, ce n'était pas prévu à la base. Selon des personnes proches de l'acteur sur le tournage, ce tic est survenu parce que la prothèse donc de la cicatrice, forcément c'est une prothèse, se desserrait constamment pendant qu'il jouait, et donc le fait de les lécher permettait de les garder encore en place. Donc en fait quelque chose qui est devenu mythique pour la caractéristique du perso, à la base c'était juste pour un souci technique. C'est quand même assez hallucinant je trouve. Avant-dernière anecdote, sans transition, je peux aussi vous dire que le réalisateur Christopher Nolan a tout d'abord rencontré Gary Oldman pour la première fois pour le rôle du mentor de Bruce Wayne, c'est-à-dire le grand méchant Ra's al Ghul. Finalement, ce rôle reviendra à Liam Neeson, qui l'incarne parfaitement, et Gary Oldman deviendra le commissaire Gordon. Je terminerai ainsi par une dernière anecdote plutôt légère, histoire de terminer en beauté. Fin 2008, après que Batman Begins et The Dark Knight aient rencontré les succès critiques et financiers que nous connaissons, le maire d'une petite ville en Turquie a annoncé qu'il allait porter plainte contre Christopher Nolan et Warner Bros. Alors pourquoi me diriez-vous? Car sa ville s'appelle Batman, et selon ses dires, il n'y a qu'un seul Batman dans le monde, et des producteurs américains ont utilisé le nom de notre ville sans nous en informer. Bon, je vous laisse deviner que ça n'a servi à rien, parce que bon, Batman ça existait quand même depuis des années aussi. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, et ça aurait peut-être pu lui rapporter un peu d'argent. Notons que dans les faits, aucune plainte n'a été réellement déposée, il n'est jamais allé au bout. Voilà globalement les anecdotes que j'ai sélectionnées concernant les films Batman. Évidemment, il y en aurait bien d'autres à faire, mais j'ai vraiment sélectionné celles que je considère comme le plus intéressantes et parfois un petit peu méconnues. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est le Batman Day et on le vit en direct sur la chaîne avec des vidéos, des lives, mais également des surprises. Et encore une fois, le planning complet est dispo dans la description. On se retrouve du coup très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.